Jeune homme pauvre sauve une femme et rate son entretien d'embauche sans savoir qu'elle était la PDG. Imaginez cet instant fugace, cette fraction de seconde qui peut redéfinir le cours entier d'une vie. Pour Raphaël, ce moment fatidique n'est pas arrivé enveloppé d'un drame épique ou d'une révélation fracassante. Il s'est présenté sous la forme prosaïque d'un pneu crevé et du visage angoissé d'une inconnue au bord de la route. Ce jour ensoleillé, l'anxiété pulsant à ses tempestes à cause de l'entretien qui pourrait le catapulter vers le futur qu'il avait toujours rêvé, Raphaël était sur le point de faire un choix. Un choix qui, sur le coup, semblait un détour gênant, un obstacle irritant sur son chemin vers le succès. Il ignorait que ce geste de gentillesse inattendu serait la première pièce d'un domino improbable, déclenchant une série d'événements qui le mèneraient par des chemins jamais imaginés, prouvant que, parfois, ce sont les détours qui nous conduisent à nos destinées les plus extraordinaires. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de Raphaël, où l'ambition rencontre la générosité et où le hasard tisse une tapisserie surprenante d'opportunités manquées et de gains inattendus. Si vous aimez ce type d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à grandir. Je vous remercie pour tout votre soutien. Le tic-tac impitoyable de l'horloge du tableau de bord de sa vieille Golf argentée semblait faire écho à l'anxiété croissante qui dansait dans la poitrine de Raphaël. 9h15. Il restait exactement 45 minutes avant le moment qu'il préparait méticuleusement depuis des mois. L'entretien pour le poste très convoité d'analyste financier chez Monteiro et Associés. Le nom résonnait dans les couloirs de la fac comme un phare d'opportunité, un passeport pour l'Olympe de la finance. Raphaël, avec son CV impeccable, son éloquence aiguisée et une lueur de détermination dans ses yeux bruns, sentait que c'était sa chance en or. La chemise blanche, soigneusement repassée, semblait un bouclier contre le nerviosisme qui tentait de lui voler sa composure. La cravate bleu marine, un cadeau de son grand-père, était son porte-bonheur pour les grandes occasions. Il avait mentalement répété chaque question possible, chaque scénario hypothétique, chaque détail de son projet de fin d'études qu'il avait sacré meilleur élève de sa promotion. Le siège de Monteiro et Associés, un imposant gratte-ciel de verre et d'acier qui rayait le ciel bleu de ville française équivalente à Blumenau, ou Blumenau avec une brève explication, était déjà visible au loin, se dressant comme un monument au succès qu'il aspirait tant. La playlist motivationnelle qu'il avait préparée pour le trajet, une sélection de rock classique et de mantras de confiance en soi, était silencieuse depuis quelques minutes, remplacée par le brouhaha de la ville qui s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait du centre financier. Il respira profondément, essayant de calmer le tourbillon de pensées qui le submergeait. « Tu peux le faire, Raphaël. Tu es prêt pour ça ?» murmura-t-il pour lui-même, serrant les mains sur le volant déjà légèrement moite. C'est alors, en négociant une courbe douce de l'avenue des berges du fleuve, qu'il la vit. Une voiture élégante, une berline noire de luxe, arrêtée sur le bas-côté, le clignotant émettant un gémissement intermittent. À côté du véhicule, une femme grande, aux cheveux bruns flottant légèrement dans la brise matinale, gesticulait avec son téléphone portable à la main, une expression de frustration affichée sur son visage. Raphaël hésita une fraction de seconde. Son regard se porta sur sa montre. 9h20. Chaque minute était désormais précieuse, une pièce de temps qu'il ne pouvait se permettre de gaspiller. L'image mentale de la salle d'attente de Monteiro et Associés, remplie de candidats en costume cravate et anxieux, envahit son esprit. Il pouvait simplement continuer, ignorer la scène et se concentrer sur son objectif. Après tout, il n'avait aucune obligation de l'aider, mais il y avait quelque chose dans la posture de cette femme, un mélange de désespoir et d'impuissance qui le fit hésiter. De plus, il y avait une voix silencieuse en lui, la même voix qui l'empêchait de tricher à l'examen de la fac ou de profiter de la bonne volonté des autres, qui chuchotait au sujet de la responsabilité et de l'empathie. Avec un soupir presque imperceptible, Raphaël activa son clignotant et fit passer sa Golf sur le bas-côté, s'arrêtant quelques mètres derrière la berline noire. Il coupa le contact et observa la femme par le rétroviseur.
Elle semblait impatiente, alternant les regards entre le pneu arrière de sa voiture, visiblement dégonflé, et son téléphone. En sortant de sa voiture, Raphaël afficha son meilleur sourire, essayant de transmettre une sensation de sécurité et de diligence. « Bonjour, un problème ?» demanda-t-il en s'approchant de la femme. Elle se retourna et Raphaël retint sa respiration un instant. Ses yeux étaient d'un bleu intense, encadrés de longs cils foncés. Malgré la situation, une aura de sophistication et de confiance émanait d'elle. « Ah, bonjour !» répondit-elle, d'une voix légèrement exaspérée. « Oui, un pneu crevé, et pour aggraver les choses, il semble que mon téléphone n'ait plus de réseau. » Elle pointa l'appareil d'un geste de frustration. « J'essayais d'appeler mon assurance, mais... rien. » Raphaël acquiesça, comprenant la situation. « Vous avez la roue de secours et les outils. » Elle fit une grimace. « J'en suis presque sûr, ils sont dans le coffre, mais sincèrement, je n'ai jamais changé de pneu de ma vie. Je n'ai aucune idée de comment faire. » C'était le moment crucial pour Raphaël. Il pouvait s'excuser poliment, invoquer un rendez-vous urgent et poursuivre son chemin. Personne ne le blâmerait, mais le regard de sincère détresse de cette femme le retint. « Je peux vous aider », proposa-t-il sans hésiter. « J'ai un peu d'expérience là-dedans. » Le soulagement inonda le visage de la femme, adoucissant les traits de préoccupation. « Vous feriez ça ? Oh, merci beaucoup, je vous serai éternellement reconnaissante. » Alors qu'elle ouvrait le coffre, révélant une roue de secours neuve et un kit d'outils apparemment complet, Raphaël ressentit une pointe de culpabilité. Chaque minute passée là l'éloignait encore plus de son objectif. 9h25. Dans 35 minutes, il devait être dans la salle d'attente de Montero et Associés, faisant une première impression impeccable. Maintenant, il transpirait et courait contre la montre s'il restait encore du temps. Ignorant la voix de la raison qui criait dans son esprit, Raphaël retroussa les manches de sa chemise et s'agenouilla à côté du pneu crevé. La tâche n'était pas des plus simples. Les boulons semblaient grippés et le cric hydraulique était un modèle assez ancien et compliqué. Mais Raphaël travailla avec acharnement, concentré sur chaque mouvement, tandis que la femme l'observait avec une expression de gratitude croissante. Elle se présenta comme Isabelle. Isabelle Monteiro. Le nom de famille le frappa comme un éclair. Monteiro serait-elle une parente des propriétaires du cabinet de conseil? Il n'osa pas demander, concentré sur la lutte contre les boulons têtus. Finalement, après quelques minutes d'effort, le pneu crevé fut retiré et la roue de secours mise en place. Raphaël serra les boulons fermement, s'assurant que la roue était bien fixée. La sueur perlait sur son front et ses mains étaient sales de graisse. Il regarda sa montre. 9h45. Son entretien avait commencé à cet instant précis. « Voilà !» s'exclama-t-il, se nettoyant les mains sur son pantalon. « Vous pouvez repartir ?» Le sourire d'Isabelle était radieux. « Je ne sais comment vous remercier, » dit-elle sincèrement. « Vous m'avez sauvé, j'étais complètement perdu. » Elle ouvrit son sac et sortit son portefeuille. « S'il vous plaît, laissez-moi vous donner quelque chose pour votre temps. » Raphaël fit un geste de la main refusant l'offre. « Ce n'est pas nécessaire, je suis heureux d'avoir pu vous aider. Mais vous êtes en retard à cause de moi, » insista-t-elle. « Voyez-vous ?» La vérité s'échappa des lèvres de Raphaël avant même qu'il ne puisse penser à la dissimuler. J'avais un entretien chez Montero et Associés. C'était très important pour moi. » Le sourire d'Isabelle hésita un instant, remplacé par une expression de surprise et quelque chose que Raphaël ne parvint pas à déchiffrer. « Chez Montero et Associés ?» répéta-t-elle, comme si la pièce lui tombait des yeux à cet instant. « Oui », confirma Raphaël, sentant le poids de sa perte le frapper. L'opportunité pour laquelle il avait tant lutté lui avait échappé, échangé contre un acte de bonté envers une parfaite inconnue. Isabelle le fixa pendant quelques secondes, un regard intense et inquisitif. Puis un sourire énigmatique courba ses lèvres. « Eh bien, Raphaël, peut-être que cette rencontre n'était pas si fortuite que ça. » La phrase d'Isabelle flottait dans l'air humide du matin, suspendue entre le bruit lointain de la circulation et le bourdonnement d'un insecte curieux. « Eh bien, Raphaël, peut-être que cette rencontre n'était pas si fortuite que ça. » Les mots
prononcées avec ce sourire énigmatique qui semblait en savoir plus qu'il n'en disait, n'eurent pas de sens immédiat pour l'esprit de Raphaël. Son cerveau, toujours en train de traiter l'amère réalité de l'entretien manqué, luttait pour relier les points. La chemise sale, les mains qui sentaient le caoutchouc et la graisse, la montre se moquant de lui avec l'heure affichée, 9h50. Hasard, il ne ressentait que le poids écrasant d'une opportunité monumentale réduite en poussière par un acte de chevalerie mal chronométré. Il cligna des yeux, essayant de dissiper la confusion. « Excusez-moi, je n'ai pas compris. » Isabelle Montero fit un pas en avant. L'aura de femme en détresse s'était complètement dissipée, remplacée par une posture d'autorité calme et pénétrante. Ses yeux bleus, auparavant angoissés, l'évaluaient maintenant avec une intensité qui le fit se sentir transparent, comme si elle pouvait voir à travers sa déception et lire les ambitions qu'il gardait secrètes. « Je m'appelle Isabelle Montero », répéta-t-elle, cette fois avec une insistance différente, comme si le nom de famille en lui-même était une explication. « Je suis la directrice générale de Montero et Associés. » L'air sembla plus dense. Le bruit de la circulation sur l'avenue devint un bruit blanc et lointain. Raphaël sentit une vague de chaleur monter dans son cou. La directrice générale. Pas une parente éloignée, pas une responsable de département, la femme au sommet de la pyramide. La personne dont le nom était gravé en lettres dorées dans le hall d'entrée de l'immeuble, où il aurait dû être à cet instant précis, essayant d'impressionner un recruteur de niveau intermédiaire. Il n'avait pas seulement aidé une inconnue, il avait changé le pneu de la reine du château qu'il rêvait de conquérir. L'ironie était si absurde, si écrasante, qu'il faillit rire. Un rire nerveux, frôlant le désespoir. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-il dire? « Enchanté de vous rencontrer, excusez mon allure de mécanicien amateur, ou peut-être, quelle excellente première impression, n'est-ce pas ?» Remarquant son choc, Isabelle adoucit son expression. « Vous avez raté votre entretien à cause de moi, Raphaël. Cela, je ne peux l'ignorer. » Elle ouvrit à nouveau son élégant sac à main, mais cette fois, ce ne fut pas son portefeuille qu'elle prit. Ce fut un porte-cartes en cuir foncé. D'un geste précis, elle retira une carte blanche, à la texture épaisse et au relief subtil, et la lui tendit. « J'ai une réunion urgente maintenant, mais je ne veux pas que notre conversation s'arrête là. Veuillez vous présenter à l'entreprise demain. Demandez-moi à la réception, disons, à 10h du matin. » Raphaël regarda la carte dans sa main, puis ses propres mains, souillées de graisse. Il les essuya frénétiquement sur son pantalon, un geste instinctif et inutile. Sentant son visage brûler de honte, les doigts encore tremblants, il prit la carte. Elle était lourde, plus qu'un simple morceau de papier. Les lettres noires, parfaitement alignées, disaient « Isabelle Montero, directrice générale, CEO, Montero et associé en dessous. L'adresse de l'imposant gratte-ciel et un numéro de téléphone direct. C'était un passeport. Mais où ? Vers une humiliation officielle, des excuses protocolaires, où et son cœur fit un bond traître à cette pensée vers quelque chose de plus. Je ne sais pas quoi dire, Madame Montero, balbutia-t-il, retrouvant enfin sa voix. Dites que vous serez là, répondit-elle, avec un sourire qui, pour la première fois, semblait sincère et sans énigme. Et, s'il vous plaît, appelez-moi Isabelle. D'un dernier signe de tête, elle se retourna, monta dans la berline noire et partit, laissant Raphaël seul sur le bas-côté. Il resta là, immobile, le carton à la main, l'odeur de pneus brûlés dans l'air et le soleil du matin sur son visage. Le monde semblait avoir basculé en 30 minutes. Il regarda sa vieille Golf, puis la luxueuse carte de visite, et la distance entre ces deux univers lui parut infinie. Le chemin du retour vers son petit appartement dans le quartier de la vieille ville fut un flou. Raphaël conduisait en pilote automatique, son esprit un tourbillon chaotique de « et si ?» Il tenait la carte d'Isabelle dans sa main droite, posée sur le siège passager, comme s'il s'agissait d'un artefact fragile qui pouvait se désintégrer. Chaque feu rouge était une occasion de la regarder à nouveau, de tracer du doigt le relief du logo de Montero et Associés, de relire le titre « Directrice générale » jusqu'à ce que les mots perdent leur sens, puis le retrouvent avec une force totale.
Était-ce une blague, un mauvais tour du destin? Il revoyait la scène dans son esprit en boucle infinie. La frustration sur son visage, le soulagement lorsqu'il avait offert son aide, la gratitude dans sa voix. Cela ne semblait pas faux. Mais la proposition, se présenter à l'entreprise le lendemain, pourquoi faire? Pour recevoir un merci formel et une tape dans le dos. L'idée le remplissait d'un mélange d'espoir et d'appréhension. L'espoir que son geste n'avait pas été vain. L'appréhension d'être vu seulement comme le jeune homme sale qui avait changé un pneu. Une anecdote amusante à raconter dans la salle de réunion. En se garant devant son immeuble, un bâtiment simple de 3 étages, il regarda son reflet dans le rétroviseur. Ses cheveux, auparavant soigneusement coiffés, étaient en désordre. Il y avait une tache de graisse sur sa joue. La chemise blanche, symbole de ses aspirations professionnelles, était irrémédiablement abîmée, avec une tache sombre qui s'étendait obstinément sur le tissu. Il se sentait comme un imposteur. Comment pourrait-il entrer dans ce temple de verre et d'acier le lendemain et demander à voir la PDG? La réceptionniste appellerait probablement la sécurité. Il monta les escaliers lentement, chaque marche pesant comme du plomb. Il ouvrit la porte de son appartement et fut accueilli par le silence familier. L'endroit était modeste, mais rangé. Des livres de finance et d'économie s'empilaient sur le bureau, à côté de son ordinateur portable. Sur le mur, un tableau blanc avec des notes sur les produits dérivés et l'analyse de marché. C'était son sanctuaire, le centre de commandement d'où il planifiait sa conquête du monde corporatif. Aujourd'hui, l'endroit lui semblait petit et ses plans naïfs. Il jeta les clés sur la table basse et s'effondra sur le canapé, épuisé. Ce n'était pas une fatigue physique, mais mentale. L'adrénaline du matin s'était dissipée, laissant derrière elle un résidu de confusion et d'anxiété. Il posa la carte d'Isabella sur la table en bois, à côté d'un exemplaire de L'investisseur intelligent. Ces 2 objets, côte à côte, représentaient la dualité de sa situation, le savoir qu'il avait tant lutté pour acquérir et le hasard, ou le malheur, qui avait croisé son chemin de manière si inattendue. Il avait besoin de réponses. Poussé par une impulsion, il prit son ordinateur portable, s'assit à son bureau et, les mains encore un peu sales, tapa Isabella Montero, PDG Montero et associé dans le moteur de recherche. Les résultats inondèrent l'écran et Raphaël resta bouche bée. La femme qui l'avait aidé au bord de la route n'était pas seulement une dirigeante, c'était une légende du marché financier. La Dame de fer de Blumno, titrait un magazine économique. Comment Isabella Montero a triplé la valeur du cabinet familial en 5 ans, annonçait un autre. Il y avait des photos d'elle dans des forums économiques, aux côtés de ministres et d'hommes d'affaires renommés. Il y avait des interviews où elle parlait avec une éloquence et une intelligence acérée des marchés émergents, de la gestion des risques et de l'éthique des affaires. Dans l'une de ces interviews, une phrase attira son attention. Sur le marché financier, les chiffres sont importants, mais le caractère est fondamental. Je peux apprendre à quelqu'un à analyser un bilan, mais je ne peux pas enseigner l'intégrité. Et en fin de compte, c'est dans l'intégrité que j'investis mon plus grand capital de confiance. Raphaël lut la phrase 2, 3 fois. Le caractère est fondamental. Je ne peux pas enseigner l'intégrité. Serait-ce possible? Son épreuve ne se déroulait-elle pas dans une salle d'entretien, répondant à des questions sur le marché des capitaux, mais là, sur l'asphalte brûlant, les mains sales de graisse, face à un pneu crevé? L'idée était si audacieuse, si hors des sentiers battus, qu'elle semblait sortie d'un film. La nuit tomba, et Raphaël ne put pas dîner. La faim avait été remplacée par un nœud à l'estomac. Il allait et venait dans son petit appartement, oscillant entre euphorie et panique. L'espoir était une braise fragile qu'il essayait de protéger du vent glacial du doute. Et si elle avait simplement été polie? Et si, en arrivant là-bas, il était accueilli par une assistante avec une enveloppe contenant de l'argent en guise de remerciement, une manière élégante de le congédier? L'humiliation serait insupportable. Il s'arrêta devant le miroir de la salle de bain. Le reflet qui le fixait était celui d'un jeune homme épuisé, avec des cernes qui commençaient à se former. Mais derrière la fatigue, il y avait un éclat différent dans ses yeux.
Ce n'était plus seulement la détermination obstinée de l'étudiant qui voulait réussir. Il y avait quelque chose de plus. Il y avait le vertige d'être face à l'inconnu, d'avoir entrevu un chemin qu'il ne savait même pas qu'il existait. L'entretien qu'il avait raté ne semblait plus aussi important. Ce processus de sélection, avec ses étapes prévisibles et ses questions toutes faites, paraissait maintenant insignifiant, bureaucratique. Ce qu'Isabelle Montero lui avait offert, sans le dire explicitement, était un type d'évaluation différent. Un véritable test où l'épreuve était la vie. Il prit une douche longue, sentant l'eau chaude laver non seulement la saleté de la journée, mais aussi une partie de son anxiété. En sortant, il prit son meilleur costume, un gris anthracite qu'il avait acheté avec son premier salaire de stage, et le suspendit à l'extérieur de l'armoire. Il choisit sa plus belle chemise, une claire couleur bleu ciel, et une cravate en soie assortie. Il polissa ses chaussures jusqu'à pouvoir y voir son propre reflet. Il ne savait pas ce qui l'attendait le lendemain. Cela pouvait être la plus grande opportunité de sa vie ou sa plus grande déception. Mais en réglant son réveil à 6 heures du matin, une certitude se solidifia dans sa poitrine. Il serait là. Non pas comme le jeune homme qui avait changé un pneu, mais comme Raphaël, le jeune homme qui, face à un choix inattendu, avait opté pour aider et qui était maintenant prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Il prit la carte de visite sur la table, sentit à nouveau son poids et la rangea soigneusement dans la poche intérieure de son veston. C'était plus qu'une invitation, c'était un pari. Et Raphaël, pour la première fois de cette longue et surréaliste journée, sentit qu'il avait les cartes en main. Le son aigu du réveil à 6 heures du matin n'était qu'un simple écho de la réalité, car Raphaël était déjà éveillé depuis au moins 1 heure, observant les ombres danser au plafond de sa chambre. Le sommeil avait été un luxe intermittent, une série de courtes et anxieuses vignettes où il se voyait tantôt applaudi dans une salle de réunion, tantôt expulsé du bâtiment par des agents de sécurité. Toute la nuit avait été une longue et épuisante négociation entre l'espoir et le scepticisme. En s'asseyant sur son lit, le silence du matin semblait chargé d'attente. Aujourd'hui était le jour J. Le rituel de sa préparation avait la solennité d'un soldat revêtant son armure pour la bataille. La douche fut méthodique, la barbe taillée avec une précision chirurgicale qu'il n'employait habituellement pas. En enfilant le costume anthracite, il sentit le tissu de laine froide contre sa peau et une transformation subtile dans sa posture. Le vêtement, auparavant un symbole de ses aspirations, ressemblait maintenant à un costume, un déguisement pour le jeune homme dont la voiture sentait le pneu et dont les mains gardaient encore le souvenir de la graisse sous les ongles, même après les avoir bien frottés. Il se regarda dans le miroir. Extérieurement, un jeune professionnel prometteur. Intérieurement, une mer d'anxiété agitée. Il sauta le petit déjeuner. Son estomac était noué, un serrement de nerfs. La seule chose qu'il réussit à avaler fut un verre d'eau, tandis que ses yeux parcouraient les notes sur le tableau blanc. Analyse des swaps, courbe des taux d'intérêt, volatilité implicite. Toutes les connaissances techniques qu'il avait accumulées semblaient étrangement sans rapport avec le défi qu'il allait affronter. L'examen d'hier n'était pas dans les livres, et celui d'aujourd'hui, il le soupçonnait, ne le serait pas non plus. En sortant dans la rue, l'air chaud et humide de Blumenau, ville du sud du Brésil, l'enveloppa, un contraste sensoriel avec l'environnement climatisé et stérile qu'il s'apprêtait à pénétrer. Le trajet jusqu'au quartier des affaires fut une répétition torturante de la veille, mais avec une bande son complètement différente. Au lieu de sa playlist motivante, le seul son était celui de sa propre respiration et de son cœur qui battait à toute vitesse. Chaque coin de rue, chaque feu rouge, était un rappel de son fatidique écart de 24 heures auparavant. En passant par l'endroit exact où il avait rencontré Isabelle, il ne put s'empêcher de regarder. Il n'y avait que l'asphalte indifférent, aucune trace du drame qui s'y était déroulé, une scène désormais vide, dont la pièce avait changé sa vie à jamais. Et puis, il le vit, le siège de Monteiro et associés. Si hier, le bâtiment ressemblait à un monument au succès, aujourd'hui il se dressait comme une forteresse imprenable, un palais de verre et d'acier qui semblait toucher les nuages. Les dizaines d'étages reflétaient le soleil du matin dans 1000 directions,
éblouissant quiconque osait le regarder directement. Raphaël gara sa Gole à 2 pâtés de maison, sentant que sa modeste voiture était une offense au paysage de berlines de luxe et de SUV importés qui occupaient le parking privé. Marcher ces 2 pâtés de maison fut comme traverser un champ de mines d'auto-questionnement. Chaque pas vers l'entrée monumentale de l'immeuble était un pas loin de sa zone de confort. Des professionnels impeccablement vêtus entraient et sortaient par les portes tournantes avec une familiarité qui l'enviait. Ils portèrent des portefeuilles en cuir et parlaient sur leur téléphone portable avec une assurance qui semblait être un prérequis pour respirer cet air. Raphaël serra la poignée de son propre portefeuille simple, se sentant comme un intrus, un garçon qui avait gagné un billet d'or par accident. Prenant une profonde inspiration, il entra. Le choc de température fut immédiat, l'air conditionné glacé, un soulagement pour sa peau moite de sueur. Le hall d'entrée était encore plus impressionnant de l'intérieur. La hauteur sous plafond extrêmement élevé créait un écho silencieux, un bourdonnement d'efficacité et de puissance. Le sol en marbre blanc brillait tellement qu'il reflétait les lumières encastrées au plafond comme des étoiles lointaines. Au centre, une sculpture abstraite en métal tordu s'élevait comme un totem de la modernité. Sur un mur entier, un écran numérique affichait les cotations boursières dans un flux constant de chiffres verts et rouges. L'arôme dans l'air était un mélange de café gourmet, de produits de nettoyage coûteux et de quelque chose de plus intangible, l'odeur de l'argent. Sa destination était le comptoir de réception, une longue et imposante dalle de granit noir poli, derrière laquelle 2 femmes travaillaient avec une concentration sereine. Il choisit celle de droite et s'approcha, sentant ses chaussures faire un bruit aigu et inapproprié sur le marbre. La réceptionniste, une blonde à l'air austère avec un écouteur discret, leva les yeux. Son sourire était professionnel, mais impersonnel. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Le cœur de Raphaël martelait contre ses côtes. C'était le moment de vérité. Soit son histoire continuait, soit elle se terminait là, derrière ce comptoir poli. Il déglutit, forçant sa voix à rester ferme. « Bonjour, je m'appelle Raphaël Costa. J'ai rendez-vous avec Madame Isabelle Monteiro à 10 heures. » Il observa attentivement sa réaction, préparé à un regard de confusion, à un « excusez-moi, il n'y a rien au nom de Raphaël », à un refus poli. La réceptionniste fronça légèrement les sourcils, non pas avec dédain mais avec concentration, et se tourna vers l'écran de son ordinateur. Ses doigts volèrent sur le clavier. Le silence qui suivit dura seulement 5 secondes, mais pour Raphaël, ce fut une éternité. Il sentait une goutte de sueur couler dans son dos, puis les sourcils de la femme se haussèrent dans une expression de surprise authentique. Son regard retourna sur Raphaël, mais cette fois, l'impersonnalité avait disparu. Il y avait un nouveau respect, une curiosité évidente. Le sourire professionnel fut remplacé par un sourire plus chaleureux. « Ah oui, monsieur Raphaël Costa, Madame Monteiro vous attend. Un instant, s'il vous plaît. » Elle prit le téléphone et parla à voix basse, presque un murmure. « Lucie, monsieur Costa est arrivé. » Une pause. « Oui, compris. Merci. » Elle raccrocha et se tourna vers lui, indiquant les tourniquets d'accès. « Vous pouvez monter. C'est le dernier étage. La suite. » Son assistante, Lucie, vous accueillera à la sortie de l'ascenseur. La validation fut comme une vague de soulagement qui le laissa momentanément sonner. Il était sur la liste. Ce n'était pas un rêve. Il la remercia, la voix un peu tremblante, et passa la barrière qui s'ouvrit pour lui avec un bip doux. L'ascenseur était si silencieux et rapide que la seule indication de la montée était la pression dans ses oreilles et les chiffres digitaux qui changeaient rapidement au-dessus de la porte. Il était seul. La boîte de métal miroir reflétait son image sous tous les angles. Il ajusta sa cravate pour la 10e fois, lissa son veston. La ville de nom d'une ville française, équivalente à Blumenau, ou Blumenau avec une brève explication, par exemple, Blumenau, une ville du Brésil, se déroulait sous lui à travers une petite fenêtre, les bâtiments diminuant, les voitures devenant de petits points colorés. La montée était littérale et métaphorique, et il se sentait de plus en plus loin du monde qu'il connaissait. La porte de l'ascenseur s'ouvrit, non pas sur un couloir, mais directement sur un espace vaste et serein.
Le contraste avec le hall était saisissant. Ici, le sol était recouvert d'un tapis gris foncé si épais qu'il amortissait tout son. Les murs étaient ornés de grandes œuvres d'art contemporain. Il y avait peu de portes, toutes en bois foncé et massif. Le silence ici était différent. C'était un silence précieux. Une femme d'âge mûr, aux cheveux gris attachés en un chignon élégant et aux lunettes à monture fine, se leva d'une table somptueuse. Sa posture était impeccable, son sourire discret. Elle était la personnification de la compétence et de la discrétion. « Monsieur Costa, je suis Lucie, assistante de Madame Monteiro. » Sa voix était calme et douce. « Elle a eu un imprévu lors d'un appel, cela ne prendra que quelques minutes. Vous acceptez un café, de l'eau ? » « De l'eau, s'il vous plaît. »« Merci, » réussit à répondre Raphaël. Lucie le conduisit dans une petite salle d'attente, composée de 2 fauteuils en cuir somptueux et d'une table basse en verre, sur laquelle reposait une unique orchidée blanche dans un vase en cristal. Un mur entier était vitré, du sol au plafond, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur toute la ville et les collines verdoyantes qui l'entouraient. Une vue imprenable. Il s'assit au bord du fauteuil, sentant le cuir souple sous ses doigts. Lucie revint avec un verre d'eau fraîche sur un plateau d'argent. Le niveau de formalité et de luxe était impressionnant. Il se sentait comme un pion, qui par un caprice du destin s'était retrouvé au milieu de l'échiquier d'une partie de maître. Le temps s'étira. Chaque minute d'attente était une minute de plus pour laisser libre cours à son imagination. Il répétait ce qu'il dirait. Commencerait-il par remercier pour l'opportunité? Mentionnerait-il le pneu? Ou agirait-il comme s'il s'agissait d'une rencontre professionnelle normale? Cette dernière option semblait ridicule. Il regardait la porte fermée en bois foncé, la porte du bureau de la PDG, imaginant ce qui se passait à l'intérieur. Imaginant la femme qui, un jour, s'était présentée à lui dans un état de vulnérabilité et, le lendemain, contrôlait cet empire du haut de sa tour. 10h10. Le silence n'était rompu que par le bourdonnement presque inaudible du système de ventilation et par son propre cœur. Il regarda la vue, la ville où il avait grandi, qui ressemblait maintenant à une carte, une maquette à l'échelle. Il ressentit le vertige de la hauteur, le vertige de la situation. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tous ses rêves et ses ambitions, semblaient s'être condensés en ce seul moment, dans cette salle d'attente silencieuse au dernier étage du palais de verre. Puis le son doux d'une porte qui s'ouvrait brisa le charme. Lucie apparut sur le seuil de la porte du bureau. Elle regarda Raphaël et, avec le même sourire discret, annonça les mots qu'il redoutait et attendait tant. « Monsieur Raphaël, Madame Monteiro peut vous recevoir maintenant. » L'air que Raphaël respira en franchissant le seuil du bureau d'Isabella Monteiro semblait différent, chargé d'une électricité silencieuse. L'espace n'était pas un bureau, c'était une déclaration. Vaste et minimaliste, dominé par des tons de gris, de blanc et de bois foncé, l'environnement exhalait un contrôle serein. Un des murs était entièrement vitré, la même vue panoramique qu'il avait entrevue dans l'antichambre, apparaissant maintenant encore plus vaste, comme si la ville, semblable à une ville française, était un tapis étendu aux pieds de sa propriétaire. Il n'y avait pas de pile de papier, ni de désordre. L'immense table en chêne, au centre, était presque vide, ne contenant qu'un ordinateur portable fin, un bloc-notes en cuir et un seul téléphone. Isabelle n'était pas assise derrière son bureau, tel un monarque sur son trône. Elle se tenait debout, près de la fenêtre, une silhouette se détachant sur la lumière du matin. Au bruit de la porte qui se fermait, elle se retourna. Elle était vêtue avec une élégance simple, un pantalon tailleur noir et un chemisier en soie ivoire. Sans le stress de la veille, sa présence était encore plus magnétique et imposante. « Raphaël, entrez, je vous prie, » dit-elle, sa voix calme, emplissant l'espace. Elle fit un geste non pas vers les chaises face à son bureau, mais vers un espace plus informel, avec 2 fauteuils confortables et un canapé bas autour d'une table basse en marbre. Le choix du lieu était délibéré, remarqua Raphaël. Elle brisait le protocole d'un entretien standard, déconstruisant la dynamique de pouvoir traditionnelle. Il s'assit dans l'un des fauteuils, sentant son corps s'enfoncer dans le cuir souple, tandis qu'elle s'installait dans l'autre, gardant une posture détendue mais attentive. Ses yeux bleus le fixèrent,
et il ressentit à nouveau cette sensation d'être lu, analysé à un niveau bien plus profond que ses mots. « J'imagine que vous êtes curieux de savoir pourquoi je vous ai appelé ici, » commença-t-elle sans détour. « Curieux et un peu intimidé, Madame Monteiro, » admit Raphaël, optant pour l'honnêteté. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Isabelle, s'il vous plaît. » Et il n'y a aucune raison d'être intimidé. C'est moi qui dois vous présenter mes excuses. Votre chemise, j'espère que ce n'était pas votre préférée. Raphaël sentit ses joues rougir. Ne vous en faites pas. L'important est que votre problème a été résolu. Mon problème a en effet été résolu, acquiesça-t-elle, se penchant légèrement en avant. Mais cela m'a laissé avec une question. Une question à votre sujet, Raphaël. J'ai relu votre CV ce matin. Des notes impeccables, d'excellentes références, le meilleur mémoire de votre année. En théorie, vous êtes le candidat parfait pour le poste d'analyste. Mais ce que le CV ne me dit pas, et ce qu'aucun recruteur ne pourrait extraire en 1 heure d'entretien, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, je vais vous le demander directement. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? La question, directe et sans artifice, était exactement ce qu'il craignait le plus, et en même temps, ce à quoi il devait le plus répondre. Il prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Mentir ou enjoliver la vérité était hors de question. Il était face à une femme qui, selon sa propre philosophie, valorisait le caractère par-dessus tout. Pour être sincère, j'ai hésité, avoua-t-il. Mon premier instinct était d'aller de l'avant. J'ai regardé ma montre, j'ai pensé à l'entretien, à tout ce qui était en jeu. La chance de travailler ici, c'est mon rêve depuis que j'ai intégré la fac. Il fit une pause, regardant ses propres mains. Mais ensuite, j'ai regardé à nouveau, et j'ai vu une personne qui avait besoin d'aide, et il n'y avait personne d'autre à proximité. Mes parents, ils m'ont toujours appris qu'on ne peut pas construire son succès en passant sur les autres ou en ignorant ceux qui ont besoin d'un coup de main. Cela ressemblait à leur voix dans ma tête. Je savais que j'allais être en retard. Je savais que je perdrais probablement l'entretien. Mais l'idée de simplement partir et de vous laisser là me semblait mauvaise. Pire que de perdre cette opportunité. Alors, je me suis arrêté. Il termina de parler, et le silence qui s'ensuivit fut lourd, dense de signification. Isabelle l'observait. Son visage, un masque impénétrable. Raphaël sentit qu'il venait de miser toutes ses chances. Finalement, Isabelle s'adossa à son fauteuil, un long soupir la quittant. « Merci pour votre honnêteté, Raphaël. Beaucoup de gens à votre place auraient inventé une histoire héroïque, sur le fait qu'ils n'y ont pas pensé à 2 fois. L'hésitation rend votre acte encore plus significatif, parce qu'elle montre que ce fut un choix conscient. Vous avez pesé le pour et le contre, et vous avez choisi de faire ce qu'il fallait, même avec un coût personnel très élevé. » Elle se leva et marcha lentement jusqu'à la table, prenant une seule feuille de papier. C'était son CV. « J'ai une entreprise avec près de 500 employés, » continua-t-elle, se tournant vers lui, le papier à la main. « Beaucoup d'entre eux sont brillants, des génies de la finance, des maîtres des tableurs, capables de prédire les tendances du marché avec une précision effrayante. Je peux en embaucher une 12aine demain. Ce que je ne peux pas embaucher facilement, ce que l'on n'apprend dans aucune université ou aucun MBA, c'est ce que vous avez démontré hier au bord de la route. L'intégrité, l'empathie, la capacité à placer le bien-être d'un inconnu au-dessus de votre propre intérêt immédiat. » Elle s'approcha à nouveau et s'arrêta devant lui. « Vous avez raté l'entretien pour le poste d'analyste financier, Raphaël. Ce processus de sélection a été clôturé hier, et le poste a déjà été pourvu. » Le cœur de Raphaël s'enfonça. C'était ça, alors. Un beau discours, des remerciements et un refus. L'espoir qu'il avait nourri se dissipa comme de la fumée. Il se prépara au coup de grâce, au « je vous souhaite bonne chance dans votre carrière ». Cependant, continua Isabelle, et son ton changea, acquérant une nouvelle intensité, pendant que vous étiez occupé à changer mon pneu, vous participiez, sans le savoir, à un autre processus de sélection, le mien. Et à cet entretien, Raphaël, vous n'avez pas seulement réussi, vous avez excellé. Raphaël leva la tête ahuri, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Le poste d'analyste pour lequel vous avez postulé n'existe plus pour vous, dit-elle, avec une étincelle dans les yeux. J'ai autre chose en tête,
un poste d'analyste de projets spéciaux, travaillant directement sous l'autorité de Ricardo Vargas, mon directeur de la stratégie. C'est une fonction qui exige non seulement des compétences techniques, mais un niveau extrême de confiance et de discrétion. Vous ne répondrez pas à un responsable de département, vous répondrez à lui et indirectement à moi. Le salaire est 30% supérieur à celui du poste initial. Les responsabilités, le double. L'air quitta les poumons de Raphaël. Le son dans ses oreilles se transforma en un bourdonnement aigu. Il essayait de comprendre les mots, mais il semblait appartenir à une réalité alternative. Directeur de la stratégie, projets spéciaux, salaire plus élevé, directement auprès d'elle. C'était surréaliste. Commença-t-il, mais sa voix le lâcha. Isabelle posa son CV sur la table basse. Je ne vous offre pas un emploi par charité, Raphaël. Je fais un investissement. Je crois que des personnes comme vous sont les piliers sur lesquels des entreprises solides sont construites. Les compétences techniques, vous les apprendrez. Richard est le meilleur pour vous les enseigner. Mais votre essence, ce qui vous a fait arrêter cette voiture hier, ça n'a pas de prix. C'est l'actif le plus précieux que vous puissiez apporter à Montero et associés. Elle lui tendit la main. Le poste est à vous, si vous le voulez. Pas d'autres entretiens, pas de tests. La décision vous appartient. Raphaël regarda la main tendue d'Isabelle, puis son visage, et enfin la vue de la ville à travers la fenêtre. Toute la ville semblait retenir son souffle avec lui. Ce n'était pas la fin d'un rêve, c'était le commencement d'un rêve qu'il ne savait même pas avoir la permission de faire. La main de Raphaël rencontra celle d'Isabelle. La poignée de main fut ferme, scellant non seulement un contrat de travail, mais un pacte de confiance, né dans les circonstances les plus improbables. Pendant un instant, le cerveau de Raphaël refusa de formuler une réponse cohérente. Il se contenta de serrer sa main et de hocher la tête, un geste muet qui portait le poids de 1000 mots. J'accepte, bien sûr que j'accepte, réussit-il finalement à dire, la voix rauque d'émotion. Madame Isabelle, je ne sais comment vous remercier. Ne me remerciez pas encore, dit-elle, lâchant sa main avec un sourire satisfait. Remerciez-moi dans 1 an, lorsque les projets auxquels vous contribuerez auront porté leurs fruits. Le travail sera exigeant. Richard n'est pas un patron facile. Il est brillant, mais il n'attend rien de moins que la perfection. Vous devrez apprendre vite et prouver votre valeur chaque jour, surtout pour être entré par la grande porte. L'implication était claire. Son embauche inhabituelle serait remarquée et il serait sous surveillance. Il n'était plus un candidat anonyme, il était le protégé de la PDG, un titre qui était à la fois un privilège et un fardeau. « Je suis prêt pour le défi », affirma Raphaël, et pour la première fois ce jour-là, il sentit une vague de confiance pure et inébranlable remplacer l'anxiété. « Je le sais, » dit Isabelle. « Maintenant, rentrez chez vous, reposez-vous, fêtez ça. Lucie vous contactera aujourd'hui pour planifier votre venue au RH demain pour les formalités administratives. Votre premier jour officiel sera lundi prochain. D'ici là, ce bâtiment est interdit d'accès. » La dernière phrase fut dite sur un ton badin, ce qui fit sourire Raphaël. La sortie du bureau fut l'exact inverse de l'entrée. Lucie l'accompagna jusqu'à l'ascenseur avec un sourire sincère, l'appelant « Monsieur Costa », avec un respect qui semblait désormais réel. La descente dans l'ascenseur silencieux ne fut pas une chute, mais un flottement. Il se sentait léger, comme si la gravité avait diminué sa force sur lui. En sortant sous le soleil éblouissant devant l'immeuble, le monde semblait plus net, les couleurs plus vives. Le palais de verre, qui l'avait auparavant intimidé, semblait maintenant accueillant. C'était sa place. Il marcha les 2 pâtés de maison jusqu'à sa voiture, dans un état de transe heureuse. La vieille voiture ne lui avait jamais semblé aussi inadéquate, mais il entra avec une affection renouvelée. C'est dans cette simple voiture que son destin avait changé de cap. Dès qu'il mit le contact, avant même d'embrayer la première, il prit son téléphone portable. Il n'y avait qu'un seul numéro qu'il pouvait appeler à ce moment-là. Il composa le numéro de téléphone fixe de ses parents. Sa mère répondit au 2e coup de sonnette. « Maman ?» dit-il, la voix étranglée. « Raphaël, mon fils. Alors, comment s'est passé l'entretien? Nous étions là à te soutenir. » Raphaël rit, un rire qui se transforma en un petit sanglot. « Maman, papa, j'ai eu le poste. » De l'autre côté de la ligne,
On entendit un cri de joie de sa mère et la voix grave de son père demandant « C'est vrai, fils ?» Il raconta toute l'histoire. Le pneu crevé, l'entretien manqué, la femme qui était la PDG, l'offre incroyable. Ses parents écoutèrent en silence, et quand il eut fini, il y eut une pause. « Ce n'était pas de la chance, mon fils, » dit son père, la voix étranglée d'orgueil. « C'était ton caractère, on l'a toujours su, toujours. » Cette conversation, l'émotion dans la voix de ses parents, rendit tout réel. La joie qu'il ressentait n'était pas seulement pour lui-même, mais pour eux, pour pouvoir en quelque sorte rendre les sacrifices qu'ils avaient faits pour son éducation. Les jours suivants passèrent dans un flou surréaliste. La visite au département des ressources humaines fut une expérience contrastée. Au milieu des formulaires, des examens médicaux et des procédures standards, il sentit le poids de la bureaucratie. La responsable des RH, une femme efficace mais visiblement curieuse, ne put cacher sa perplexité face à l'embauche directe par la présidence. Il fut brièvement présenté à Ricardo Vargas, son futur chef. Ricardo était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard si perçant qu'il semblait capable de disséquer une âme. Il le salua d'une poignée de main ferme et de quelques mots. « Bienvenue, soyez là à 8 heures précises lundi. Nous aurons beaucoup de travail. » Il n'y avait pas de chaleur, seulement l'attente de résultats. Raphaël comprit que la confiance de Ricardo, contrairement à celle d'Isabella, il devrait la conquérir de zéro. Enfin, le lundi matin arriva. Raphaël se prépara avec le même soin que le jour de son entretien, mais l'anxiété avait été remplacée par une détermination concentrée. En s'arrêtant devant l'immeuble de Monteiro et Associés, il ressentit un frisson. Cette fois, il ne s'arrêta pas à la réception. Avec le badge provisoire qu'il avait reçu des RH, il s'approcha du tourniquet. Le bip de confirmation sonna et la barrière de verre s'ouvrit. Ce son, simple et électronique, fut pour Raphaël la plus douce des musiques. C'était le son d'une porte qui s'ouvrait, non seulement sur un immeuble, mais sur son avenir. En marchant dans le hall imposant, non plus comme un étranger, mais comme faisant partie de cet univers, il savait que le chemin serait ardu. Il devrait prouver à tous, et surtout à lui-même, qu'il était plus que le garçon chanceux qui a changé un pneu. L'entretien était terminé. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Le premier jour de Raphaël chez Monteiro et Associés marqua le début d'un long et glacial hiver professionnel. La nouvelle de son embauche, enveloppée de mystère et parrainée par la PDG elle-même, s'était répandue dans les couloirs de l'entreprise comme un virus silencieux. Il n'était pas vu comme un collègue, mais comme une curiosité, une anomalie. Les regards durant ces premiers jours étaient un mélange de perplexité et de dédain. Les sourires étaient forcés, les invitations à déjeuner inexistantes. Il était le garçon qui avait changé un pneu, une anecdote vivante qui, pour beaucoup, ternissait la méritocratie que l'entreprise chérissait tant. Si le couloir était froid, le bureau de Ricardo Vargas était l'Arctique. Son nouveau chef était un homme forgé par la logique implacable des chiffres. Pour lui, l'histoire de Raphaël était un bruit de fond, une variable sentimentale dans une équation qui devait être purement mathématique. Ricardo ne le harcelait pas. Il le testait avec une cruauté méthodique. Il donnait à Raphaël les tâches les plus arides, les rapports les plus complexes, les données brutes de projets que personne d'autre ne voulait et offrait très peu d'orientation. C'était un clair test de survie, couler ou nager. Les premières semaines furent brutales. Raphaël se sentait noyé dans un océan de jargon corporatif et d'analyse financière qui dépassait largement sa formation théorique. Le spectre du syndrome de l'imposteur était son compagnon constant. Il arrivait au bureau avant le lever du soleil et en repartait bien après que les lumières de la ville se soient allumées, la vue de son bureau devenant une constellation de points lumineux. Ses nuits étaient peuplées de feuilles de calcul et de présentation, un effort herculéen pour combler le fossé qu'il sentait exister entre lui et ses collègues, dont beaucoup arboraient des MBA d'universités de renommée mondiale. La solitude était sa pire ennemie. Au café, les conversations s'interrompaient lorsqu'il s'approchait. Lors des réunions d'équipe, ses opinions étaient accueillies par un silence poli, mais indifférent.
Il sentait qu'il devait faire plus qu'un bon travail. Il avait besoin d'un miracle. L'opportunité, comme la première fois, arriva de manière inattendue. Ricardo le chargea d'évaluer une petite entreprise technologique de Blumenau, Innovatech, qui était au bord de la faillite et cherchait un acheteur. Sur le papier, c'était un cas désespéré. Les dettes étaient élevées, le flux de trésorerie négatif, et 2 analystes seniors avaient déjà recommandé le rejet pur et simple de l'investissement. Pour Ricardo, ce n'était qu'une tâche ingrate de plus pour tester la résilience de Raphaël. Raphaël plongea dans les chiffres et vit ce que les autres avaient vu, un désastre financier. Mais quelque chose le gênait. Au milieu des projections pessimistes, il y avait des brevets de logiciels innovants et un indice de satisfaction de ses quelques clients extrêmement élevé. Il se souvint de la phrase d'Isabelle « Le caractère est fondamental ». Et si une entreprise avait aussi un caractère? Désobéissant au protocole tacite d'analyser tout à distance de son bureau, Raphaël fit quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Il alla sur place. Le siège d'Innovatech n'était pas un immeuble du centre-ville, mais un hangar rénové dans un quartier industriel. En entrant, il ne trouva pas le découragement qu'il attendait, mais une ruche d'activités fébriles. Il vit une équipe de jeunes ingénieurs passionnés, dirigée par une fondatrice qui, même face à la ruine imminente, parlait de ses produits avec des étoiles dans les yeux. Il vit le dévouement, le sacrifice, l'actif intangible qu'aucun tableur ne pourrait jamais quantifier. Il vit le cœur de l'entreprise. Il passa 2 jours chez Innovatech, conversant, écoutant, comprenant. Il retourna chez Montero et associés avec une conviction fervente. Son rapport fut une offense à toutes les conventions. Oui, il présenta les chiffres sombres, mais il dédia la plus grande partie de son analyse au capital humain, à la culture de l'innovation et à la loyauté de l'équipe. Il argumenta que Monteiro et associés n'étaient pas en train d'acheter une entreprise en faillite, mais de sauver un noyau de génie qui, avec l'apport financier et une bonne gestion, pourrait devenir l'un des actifs les plus précieux du cabinet. Dans la salle de réunion, devant Ricardo et 2 autres directeurs, l'accueil fut glacial. « Raphaël, est-ce un rapport financier ou un poème ?» railla l'un des directeurs. Mais Ricardo, pour la première fois, ne le rejeta pas. Il le contesta, attaqua chaque point de son argument, mais il y avait une nouvelle curiosité dans son regard. Raphaël, maintenant en train de défendre quelque chose en quoi il croyait vraiment, ne vacilla pas. Il rétorqua à chaque point avec la passion qu'il avait vue dans les yeux de la fondatrice d'Innovatech, appuyé par des données qualitatives qu'il avait lui-même collectées. À la fin, Ricardo dit simplement « Nous verrons ». Mais le lendemain, Raphaël apprit que Ricardo avait apporté le rapport directement à Isabelle. Une semaine plus tard, Monteiro et associés annonça l'acquisition d'Innovatech. Ce fut un tournant. Dans les mois qui suivirent, grâce à la gestion et à l'investissement de Monteiro, Innovatech prospéra et ses innovations commencèrent à générer des bénéfices surprenants. Le poème de Raphaël se transforma en prophétie. Les murmures dans les couloirs s'éteignirent. Les regards méprisants furent remplacés par le respect. Ricardo commença à lui confier des projets plus importants, à demander son avis en réunion et, en de rares occasions, à esquisser quelque chose qui ressemblait à un signe d'approbation. Raphaël n'était plus le jeune homme chanceux. Il était l'analyste qui voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il avait survécu à son épreuve du feu. 2 ans s'étaient écoulés. 2 années de dur labeur, de victoires remportées et d'une croissance que Raphaël n'aurait jamais imaginé possible. Il n'était plus le jeune homme effrayé, mais l'un des membres les plus respectés de l'équipe de stratégie. Montero et associés étaient devenus son chez-lui, et Ricardo Vargas, de bourreau implacable, s'était transformé en son mentor le plus précieux. Un jour, Ricardo le convoqua dans son bureau. L'atmosphère, autrefois glaciale, était désormais familière. « Asseyez-vous, Raphaël », dit-il avec une cordialité sincère. La direction a approuvé la création d'un nouveau poste, directeur des nouveaux marchés et des acquisitions stratégiques. Le poste implique de diriger l'équipe chargée de rechercher des entreprises comme Innovatech. Il est à vous, si vous le souhaitez. Raphaël fut sans voix. C'était plus qu'une promotion,
C'était la reconnaissance de sa vision unique. « Ricardo, Merci. Vous le méritez, dit Ricardo. Je l'avoue, au début, j'ai douté de vous. J'ai pensé qu'Isabella avait commis une erreur sentimentale. Mais vous m'avez prouvé qu'un bilan peut vous indiquer la santé d'une entreprise, mais seul le caractère peut vous montrer son âme. Et vous, Raphaël, avez un talent pour voir les âmes. » Avec ce nouveau poste vint une nouvelle responsabilité. Raphaël participait désormais au comité final de recrutement de nouveaux talents. L'ironie ne lui échappa pas. Lui, l'homme qui avait été engagé sans entretien formel, décidait désormais de l'avenir des autres. Et ainsi, par un après-midi pluvieux de juillet, il se retrouva dans la même salle de réunion où il avait un jour défendu son rapport sur Innovatech. Devant lui se tenait un candidat qui était son parfait opposé. Jeune, diplômé avec mention d'une université européenne, avec un CV qui brillait de stages dans des banques d'investissement mondiales. Il était articulé, confiant et répondit à toutes les questions techniques avec une précision impeccable. Il était, sur le papier, la recrue parfaite. Alors que l'entretien était sur le point de se terminer, le téléphone de Raphaël sonna. C'était Lucie. « Raphaël, un message d'Isabella. Elle est bloquée dans un embouteillage sur le pont Aldo Pigno. Un camion est tombé en panne et bloque tout. Elle aura au moins 1 heure de retard pour la réunion du conseil. » « Compris, Lucie. Merci de me prévenir. » Raphaël raccrocha et une idée, une étincelle de mémoire et de détermination s'alluma dans son esprit. Il regarda le candidat impeccable qui se trouvait devant lui. « J'ai une dernière question à vous poser, » dit Raphaël, se penchant en avant. « C'est un scénario hypothétique. Imaginez que vous venez à cet entretien, l'opportunité de votre carrière. En chemin, sur le pont Aldo Pigno, vous voyez qu'un camion est tombé en panne. Le chauffeur, un monsieur âgé, est seul, clairement affligé, essayant de signaler aux voitures. S'arrêter pour aider signifierait à coup sûr manquer cet entretien et cette opportunité. Personne ne vous en voudrait de continuer votre route. Que feriez-vous ? » Le candidat sourit, un sourire poli de celui qui a l'habitude de résoudre des études de cas. « Eh bien, en tant que manager, l'analyse du risque et de la récompense est claire. Ma priorité absolue serait d'être là. L'opportunité chez Monteiro et Associés est unique. J'utiliserai mon téléphone pour contacter les autorités compétentes, assurant ainsi l'arrivée rapide d'une aide professionnelle. Mais compromettre mon avenir professionnel pour une situation que je ne suis pas formé à résoudre serait une décision logistique et stratégiquement erronée. » Il répondit avec la froide et parfaite logique que Ricardo Vargas aurait applaudi il y a des années. Raphaël acquiesça lentement, un sourire serein sur le visage. Ce n'était pas un sourire de jugement, mais de clarté. Il se leva et tendit la main. « Merci pour votre temps. Nous vous contacterons. » Après le départ du candidat, Raphaël marcha jusqu'à l'immense fenêtre de son bureau. Il n'était plus un manager, un analyste ou un ancien stagiaire. Il était un gardien de la culture, de l'essence, de l'âme de cette entreprise qui lui avait donné sa chance, non pas en fonction de son CV, mais de son cœur. Il regarda la ville en contrebas, les ponts reliant les mondes, les milliers de voitures et de personnes, chacun avec son histoire, ses propres détours inattendus. Il comprit enfin son véritable rôle. Il ne s'agissait pas seulement de trouver la prochaine Innovatech, il s'agissait de trouver le prochain Raphaël. Il s'agissait de garantir que, tandis que Monteiro et Associés recherchaient les esprits les plus brillants, elle ne cesse jamais de rechercher par-dessus tout les cœurs les plus nobles. L'entretien était terminé. Son travail, le véritable travail de sa vie, ne faisait que commencer. La boucle était bouclée.